Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. C'était attendu et c'est fait. Oui. Les États-Unis sont de retour dans l'accord de Paris. J'imagine que vous considérez que c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que c'est un début? Est-ce que vous attendez désormais des actes concrets sur certains sujets et lesquels? C'est déjà une très bonne nouvelle, car comment imaginer que la première puissance du monde, qui est la puissance la plus polluante et en même temps la plus puissante aussi en matière de mutation économique, puisse nous permettre, si elle n'était plus dans l'accord de Paris, de régler le problème du réchauffement climatique et donc de mettre fin, en tout cas d'atténuer les crises climatiques extrêmes qui menacent la sécurité de la planète. Donc c'est une bonne décision. Elle a d'ailleurs été accompagnée parmi les 17 décrets signés par le nouveau président, par le rétablissement des 80 lois anti-pollution que le président Trump avait annulées. Donc dès hier, ces 80 lois anti-pollution ont été rétablies. Elles vont aussi participer à la réduction de l'effet du réchauffement climatique. Mais maintenant, on attend que les États-Unis d'Amérique fixent l'objectif. C'est-à-dire? L'objectif, c'est la neutralité carbone d'ici 2050. Ça paraît loin 2050, mais c'est tout près. Ça veut dire qu'année après année, grâce à un tableau de bord, il faudrait maintenant suivre les effets de la préparation de l'après-pétrole. Ça ne va pas être simple. Il y a un point fort, c'est John Kerry, qui est en charge de cette politique. Que vous connaissez bien. Que je connais bien, oui, puisque c'était notre interlocuteur pendant la conférence de Paris sur le climat. Il s'est beaucoup engagé, il a beaucoup négocié. C'est grâce aussi aux États-Unis d'Amérique, d'abord, que la conférence de Paris s'est tenue. Souvenez-vous, c'était un mois après les attentats du mois de novembre. Mais est-ce qu'il y a un sujet en particulier, un sujet lourd sur lequel vous attendez les États-Unis? Oui. En matière d'environnement? Bien sûr. Lequel? C'est celui de la résistance au lobby du pétrole. Puisque, et le gaz de schiste. Le pétrole, il y a encore du charbon, d'ailleurs aux États-Unis d'Amérique, et le gaz de schiste. Donc qu'est-ce qu'on attend? On attend que les États-Unis d'Amérique disent « nous préparons l'après-pétrole ». Et comment nous allons préparer l'après-pétrole pour atteindre la neutralité carbone en 2050? Pour l'instant, ça n'est pas un engagement de Joe Biden. Pas de manière aussi claire. C'est difficile. D'ailleurs, Trump a été élu aussi par le lobby du pétrole. Ce lobby du pétrole a beaucoup moins soutenu, bien évidemment, même pas du tout Biden. Donc il a quand même les mains libres par rapport à ce lobby. Mais ce sont quand même des mutations industrielles extrêmement puissantes. Mais ça veut dire aussi que si les États-Unis accélèrent, il va falloir aussi que l'Europe accélère. Et l'autre pilier très fort, c'est l'annonce qu'il a faite hier et signée de la relance de 1 300 milliards de dollars. 1500 milliards de dollars, dont 30% consacrés à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, il a mis sur la table. Donc, ça nous les oblige moyens, aussi, d'une manière. Et ça nous oblige aussi, parce que là, l'Europe a été très occupée par le Brexit. Il faut vraiment maintenant qu'elle accélère sur le climat. On avance, si vous le voulez bien. Anthony Blinken a dit vouloir revigorer les alliances distendues, en particulier avec les Européens. Biden explique que c'est le retour d'une Amérique prête à guider le monde. On a retrouvé un ami à la Maison-Blanche. On a retrouvé un ami. Je crois que c'est évident. Le dialogue sera quand même beaucoup plus facile. Surtout par rapport aux objectifs communs à atteindre. Et les États-Unis s'étaient retirés un peu aussi des différentes actions de médiation à l'échelle mondiale. Et ils avaient aussi renforcé les sanctions économiques contre l'Iran, qu'il faut lever. Parce que si on affame ou si on met à genoux un aussi grand pays que l'Iran, c'est mauvais pour la planète tout entière. Il y a aussi l'implication des États-Unis sur la guerre israélo-palestinienne qui avait beaucoup reculé, qui était aussi déstabilisée. Donc on attend en effet de l'Amérique, en liaison avec nous, avec l'Europe bien évidemment, qu'elle reprenne le flambeau de la diplomatie internationale de la paix. Mais certains disent qu'il ne faut pas être naïf. On ne va quand même pas changer de monde du jour au lendemain. Les États-Unis restent les États-Unis et l'Europe restera coincée entre deux géants, l'Amérique et la Chine. C'est à l'Europe de se bouger aussi. Elle est assez inerte pour l'instant, quand même, y compris sur la lutte contre le réchauffement climatique. Mais ce qui est positif, c'est que le nouveau président, Biden, a 2 ans. Il a eu d'ailleurs cette formule très intéressante. Il a dit « nos jours sont comptés ». À la fois, il parlait pour lui, et donc il a eu cette alliance aussi entre un homme d'expérience. C'était assez doux hier, c'était apaisant ce qu'on a vu. Il y a l'homme d'expérience qui a subi beaucoup d'épreuves personnelles, et en même temps la main tendue, la modernité avec une première femme vice-présidente. Donc il y a à la fois cette tradition, comme si une parenthèse était refermée. On renoue avec la période Obama, puisqu'il était son vice-président, et on donne des signes très forts. Mais vous dites que c'était assez doux, c'était rassembleur. Est-ce que vous avez listé le nombre de défis qui se posent
pose aujourd'hui pour Joe Biden, avec une crise sanitaire, Bien une sûr. crise économique, Il l'a une dit crise d'ailleurs. identitaire. Bien sûr. Est-ce qu'il est l'homme de la Profonde situation? division. Il y a Est-ce- quand même 74 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump. Il ne faut pas oublier ça. Il est l'homme de la situation. Il est l'homme de la situation parce qu'il fait l'alliance entre cette expérience et cette ouverture vers la modernité. Il a beaucoup parlé des générations futures et surtout, il a très peu de temps. Et ça, c'est un atout. Pourquoi il a très peu de temps? Parce que dans 2 ans, il y a les élections de mi-terme, c'est-à-dire le renouvellement de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Mais pour la première fois, ce que n'avait pas Obama, il est majoritaire au Sénat. Donc, Courte il a majorité. aussi courte majorité, mais il a les mains libres pendant 2 ans. Donc, peu de temps, mais beaucoup de moyens. Et surtout, il ne fera pas de second mandat. Donc, il l'a dit. À 78 ans, oui, ça paraît compliqué. ça donne une grande liberté d'action. Parce que quand la plupart des présidents qui viennent d'être élus repensent à leur prochain mandat, donc ça les empêche beaucoup, souvent, de faire des actions courageuses. Il faudra un mandat unique en France? Là, non renouvelable? Pourquoi pas? La question se pose. Bon, on revient en France. Il est confronté à la crise sanitaire. Nous aussi, le gouvernement sous pression des variants choisit de laisser sa chance au couvre-feu, avec pour l'instant un statu quo pour des mesures de restriction, avec des chiffres de contamination qui s'emballent. On entend parler de reconfinement de prévention. Est-ce que c'est une notion qui vous semblerait acceptable, c'est-à-dire reconfiner tant que le variant anglais ne s'est pas installé? Ce qui serait acceptable, c'est qu'on ait la vérité tous les jours. Vous voyez, on a la vérité, c'est on a le sentiment que ce gouvernement ment tous les jours pour dissimuler ses échecs. C'est pas moderne, ça. Il vaudrait mieux un gouvernement qui dise sur les masques, on s'est trompé, sur les tests, on s'est trompé. Aujourd'hui, sur les vaccins, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Parce que c'est très insécurisant de constater que les choses sont mal gérées. En quoi ment-il? C'est important ce que vous dites ce matin. Vous dites Olivier Véran ment. Oui, vous dites le Premier ministre ment. Il l'avoue presque même qu'il mente en disant tout va bien. Mais non, tout ne va pas bien. Ils disent tout va bien. Non, on n'a pas de vaccin, mais c'est normal. C'est parce qu'on n'avait pas assez de gens à vacciner. Alors, quand on leur dit, mais si, et en plus, les communes ont mis en place tous les lieux pour vacciner, le vaccin n'arrive pas. Oui, mais c'est normal parce que les communes sont allées trop vite. C'est-à-dire, ils mentent sur l'explication de la désorganisation. Et ça, c'est très déstabilisant. Un gouvernement moderne dit, on s'est trompé, on n'a pas commandé les bonnes doses. Et la vraie question qui se pose, c'est est-il vrai ou non que le gouvernement français a renoncé à acheter 500 millions de doses pour avantager Sanofi, pensant que Sanofi allait mettre à pied. Est-il vrai? C'est la question que vous posez ce matin à l'exécutif. C'est la question que je pose. Se sont-ils fait avoir par un mensonge de Sanofi ou ont-ils volontairement ralenti la commande pensant pouvoir avantager une industrie française? Ça serait quand même extrêmement grave, car nous sommes nombreux à poser la question du vaccin depuis le mois de juillet dernier, quand les Chinois ont commencé à vacciner. Et quand vous apprenez que Sanofi supprime 400 postes de chercheurs, ça vous choque? C'est incohérent. Oui. C'est incohérent. Il faudrait mieux réorienter ces chercheurs vers les crises sanitaires actuelles. Statu quo pour les stations de ski qui resteront fermées pendant les vacances de février. Les stations de ski, c'est des dizaines de milliers d'emplois aussi. Et c'est incompréhensible par rapport au transport en commun, par exemple, puisqu'on est en plein air, il y a des garanties qui sont faites. Moi, je souhaite que les stations de ski aillent devant le Conseil d'État pour faire changer cette décision, parce qu'il ne faudrait pas que dans une accumulation de privation de liberté, de privation de liberté du commerce et de l'industrie, on tombe dans des excès qui simplement sont là pour justifier la désorganisation des décisions. Et pour organiser la campagne de vaccination, vous dites qu'il faut appeler l'armée? Bien sûr, mais qui est responsable, qui est compétent en logistique dans notre pays? C'est l'armée. Et donc, à condition que les vaccins soient là. Donc, il y a 2 points très faciles. Où sont les vaccins? Commandons-les et ensuite déployons l'armée pour assurer la logistique. Merci beaucoup, Ségolène Royal. C'est à vous, Laurent.